Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique et pour ce deuxième numéro de la saison. Et bien pour changer, on ne va pas parler de Covid, mais de criminalité en France. Incivilité, sentiment d'insécurité ou véritable ensauvagement du pays, c'est ce que nous allons voir avec mes deux invités. Bonjour monsieur, bonjour Xavier Hofer, on vous connaît bien, mais je vais quand même vous présenter. Vous êtes criminologue, professeur de criminologie au CNAM, également professeur associé à Shanghai et Washington. J'ai tout bon? Tout ça est vrai. Ouais, super. Alors, je continue. Bonjour Alexandre Langlois, on vous connaît également, on vous a déjà reçu à TV Liberté. Vous êtes policier, également secrétaire général du syndicat Vigie, ministère de l'Intérieur, je crois. Tout à fait. Et vous avez publié un ouvrage en 2019 que l'on avait présenté sur TV Liberté, que les téléspectateurs peuvent retrouver. C'était L'ennemi de l'intérieur, c'était chez Talma Studio. Parfait aussi. Eh ben c'est super. Alors on va commencer tout simplement avec un petit retour en arrière. On a connu un confinement de plusieurs mois. On a vu que la criminalité, sans grande surprise, avait chuté. Xavier Hofer, je crois que vous aviez annoncé que effectivement ça allait baisser, mais qu'il y allait avoir un rebond, cette criminalité après. Je crois qu'on a vu un été particulièrement meurtrier en France. Ça ne vous a pas surpris? Non, le 16 mars 2020, sur boulevard Voltaire, j'avais annoncé qu'il y allait y avoir, pour le seul endroit où on a des statistiques au jour le jour, etc., qui est la France métropolitaine, une chute brutale de tout ce qui concernait la criminalité des rues, la criminalité de voie publique. C'est naturellement autre chose en ce qui concerne les escroqueries, les fraudes financières, etc. Ça, on n'en parle pas. La criminalité de voie publique et la délinquance de voie publique, elle s'effondrer, mais que, bien entendu, après, il y aurait un effet de rebond. Pourquoi? Parce que la vie criminelle, c'est ce qu'étudient les criminologues, est fondée sur quelques principes de base qui sont toujours présents, qu'on retrouve toujours au premier rang desquels l'effet de déplacement. Quand les malfaiteurs ne peuvent plus aller braquer des banques parce qu'elles sont trop protégées, puis qu'il n'y a plus d'argent dedans maintenant. Alors, ils vont braquer les supermarchés, c'est le déplacement dans l'espace, et quand on ne peut pas braquer en mars, eh bien, on braque en juin, c'est le déplacement dans le temps. Et donc, on allait voir un effet de déplacement dans le temps, d'autant plus que non pas les caïds, non pas ceux qui sont au sommet de la chaîne alimentaire criminelle, mais les petits voyous de base ont été obligés quand même de faire attention à ce qu'ils faisaient pendant le confinement. Ils étaient seuls dans les rues, alors avec les caméras, naturellement, on les voyait. C'est pas difficile de les repérer. Voilà, c'était très facile. Et ils ont mis les bouchées doubles, comme dit la langue populaire, à un moment où ça s'est déconfiné. C'est à ça qu'on a assisté. Il fallait rattraper le retard, oui. Et donc beaucoup d'homicides et beaucoup de blessés, car les guerres qui avaient été contenues à un moment donné ont éclaté par la suite, et d'autant plus violemment qu'il y avait eu une espèce de restriction. Et c'est ce qu'on a vu cet été, l'augmentation des règlements de compte entre malfaiteurs, et le fait que souvent d'ailleurs des innocents étaient pris dans la ligne de tir. Voilà. C'est aussi le ressenti que vous avez eu ou celui de vos collègues? Alors nos collègues, ils ont eu un ressenti quand on se base sur les statistiques. Nous, on a déjà fait une dénonciation parce que les statistiques en France sur la criminalité et les chiffres de la délinquance sont truqués. On l'annonce à chaque fois avec des choses différemment. Et donc, ce qui s'est passé, par exemple, sur le confinement, effectivement, il y a une baisse de criminalité de rue sur les vols de portables, etc., parce qu'il n'y avait plus personne dans les rues. Mais par exemple, le trafic de stupes dans certaines cités, en fait, on n'avait pas le droit d'y aller. On nous disait, il ne faut pas que vous y alliez parce que ça va à cause du confinement, les gens sont déjà énervés. Donc, on pouvait voir dans le Parisien des endroits où ils avaient installé des piscines carrément sur la voie publique, ils jouent au basket, ils jouent au foot. Donc ça, c'était bon enfant, mais derrière, il y avait tout le trafic qui continuait de se faire parce qu'il y avait de l'argent qui était en jeu. Et je pense notamment au trafic de drogue, de cannabis, où ils se sont adaptés effectivement, plus forcément sur la voie publique, mais par les réseaux sociaux, sur Internet, pour aller livrer leur matériel et la drogue. Donc du coup, en fait, il y a ce côté statistique qui donne un prix très particulier, mais encore, il faut que les policiers puissent constater les infractions. Et si on ne nous envoie pas dans les endroits où on peut les constater, forcément, mathématiquement, ça baisse. Vous aussi, c'est votre ressenti, je crois, Xavier Hofer, sur la question des chiffres du ministère de l'Intérieur. Je crois qu'on en avait parlé déjà avec la suppression de l'Observatoire national de la réponse pénale, notamment. On a un peu l'impression toujours que le gouvernement cherche à casser le thermomètre. Voilà, et il le fait de manière régulière, mais ce n'est pas une spécialité de M. Darmanin, ça se fait depuis... la façon, l'outrecuidance dans la triche a commencé sous M. Cazeneuve. Et depuis sous Hollande, et puis depuis ça n'a fait que croître et embellir, il y a cette
trichent dans différents domaines, et notamment ceux qui exaspèrent le plus les Français. Il y a cette triche dans le domaine des cambriolages où régulièrement les statistiques du ministère de l'Intérieur ne présentent que les cambriolages de résidences privées, votre appartement, le mien, etc., et non pas le reste. Et chacun a pu constater que pendant le confinement, le reste, c'est-à-dire les cambriolages de résidences secondaires, les cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou agricoles, les cambriolages de locaux officiels, les mairies, etc. Tout ça avait explosé. Évidemment, les appartements, les gens y étaient, donc on ne pouvait pas les cambrioler. C'est plus difficile. Et donc, ces chiffres-là étaient truqués, la France ne présentant qu'une partie des cambriolages, ce qui est un cas unique en Europe. Et puis, deuxièmement, avec une ratatouille sur les vols à main armée, les vols avec armes, etc., entre ceux qui arrivent par le policier et le gendarme de base jusqu'au commissariat, ce qui est transmis au parquet, ce qu'on appelle nature d'infraction, natif et nataf, etc., les différentes manières de prendre en compte, ce qui fait qu'à la fin, on dit ce qu'on veut et que ça n'est pas le policier de base, quand il déclare, lui, en rentre, il fait un rapport et il dit qu'il a relevé des informations et a fait un procès-verbal sur un braquage, ce n'est pas sa parole qui compte, c'est celle au sommet du commissaire ou de l'officier de gendarmerie qui raconte ce qu'ils veulent en fonction de toilettage, dirons-nous, des statistiques du ministère. Donc tout ça est un peu honteux, c'est de la tricherie de pays du tiers-monde, c'est pas digne de la France, ça se fait encore et espérons qu'un jour un gouvernement y mettra bon ordre en disant « je veux la vérité des chiffres ». Je crois que dans votre livre, Alexandre Langlois, vous parliez de ça, du fait que finalement, souvent, la hiérarchie servait un peu de filtre. Ça sert de filtre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait une dénonciation auprès du procureur de la République pour faux en écriture publique et escroquerie en bande organisée. Parce qu'après, les commissaires touchent des primes sur ces chiffres de la délinquance qui sont falsifiés. Curieusement, l'affaire n'avance pas beaucoup. On n'a pas eu de retour pour le moment négatif du parquet. Mais donc, par exemple, les collègues nous avaient remonté, par exemple, pour prendre le cas des cambriolages, quand des gens sont visités dans leur cave ou leur garage, c'est une tentative de cambriolage avec effraction, c'est requalifié en dégradation volontaire. On change de qualification pénale, nous ne sommes plus en délit, nous sommes en contraventionnel. Et du coup, les chiffres baissent de la délinquance. Deuxième chose également, ce qui les énervait énormément beaucoup, quand quelqu'un se fait voler son sac ou son portable dans la rue, un vol à l'arraché, c'est un vol avec violence. C'est requalifié en vol simple pour faire baisser les violences aux personnes. Donc en fait, avec toutes ces subtilités hiérarchiques, on arrive à des choses qui sont complètement falsifiées. Et nous, les collègues nous avaient donné les informations sur Marseille. Les chiffres de la délinquance, c'était amusant, avaient été annoncés encore officiellement, ont encore baissé. Donc nous, on rigolait en disant à force de baisser, ils vont finir par être négatifs. Mais le lendemain, la réalité avait rattrapé nos ministres. À l'époque, c'était M. Castaner de mémoire, parce qu'il y avait des règlements de compte à la Kalachnikov dans les cités marseillaises. Et ça a un impact très sérieux sur la sécurité de la population, parce que les policiers sont déployés en fonction de ces chiffres. Et si les chiffres disent tout va bien, les policiers ne sont pas déployés. Donc finalement, ça incite les criminels et les délinquants à continuer à poursuivre ça. Les policiers sur le terrain ne sont pas protégés, ils sont mis en difficulté. Et finalement, on laisse les caïds faire la loi dans ces quartiers. Donc c'est contre-productif pour tout le monde. Et on l'a encore aujourd'hui avec M. Darmanin. Donc effectivement, nous, on remonte cette dérive grave à partir de M. Sarkozy qui a mis en place la politique du chiffre. Et ça s'est aggravé parce que personne ne l'a changé, voulant des productions statistiques plutôt que du rendement qualitatif. Et au final, aujourd'hui, M. Darmanin veut lutter contre la drogue. Il a dit, je vais faire des chiffres mensuels de la délinquance. On lui dit, c'est pas le délai entre chaque présentation qui est important, c'est le contenu qui est important. Et là, on ne s'est pas trompé. Hier, il a envoyé des notes de service dans les services. Chaque brigade doit me trouver tous les jours une infraction au chiffre des stupéfiants pour que j'annonce de bons chiffres le mois prochain. Donc avec ce raisonnement, en fait, les policiers sur le terrain sont orientés vers certains crimes et délits. C'est-à-dire qu'en fait, on doit gérer des priorités plutôt que de gérer la criminalité globale. Et le discernement sur le terrain en fonction des priorités qu'on peut avoir à gérer, là, sont orientés uniquement pour la com du ministre. Et je ne pense pas que on préférait démanteler les trafics complets de stupéfiants que des fois gérer que le petit fumeur de shit. Pas parce qu'il ne faut pas le faire. Mais comme on n'a pas les moyens de tout gérer, on préférait se concentrer sur l'essentiel, ce qui n'est pas la priorité malheureusement politique. C'est votre impression aussi, Xavier Hofer, qu'on part toujours sur cette lignée de la politique du chiffre, mais finalement sans privilégier les racines du mal, j'allais dire. Élevons un peu le débat. On est les chiffres au quotidien. La pratique du gouvernement français systématique depuis maintenant une petite décennie est à terme totalement désastreuse. Le dernier pays
si on pouvait appeler ça un pays, le dernier empire qui a essayé de se lancer dans un trucage systématique des chiffres dans l'économie et dans tous les problèmes aussi de sécurité, etc., c'est l'Union soviétique. Oui, quand vous engagez, en plus de ça, la triche sur les chiffres, elle est addictive, comme l'héroïne, comme la drogue, parce que à force de lire des choses que vous avez falsifiées dans le journal, vous vous persuadez vous-même que ces choses-là sont vraies. Et donc il se crée ce qu'on appelle en sociologie un phénomène de réification. 100 fois vous répétez un mensonge, à la fin ça devient une vérité. Vous voyez, vous avez dit une bêtise, alors ça vous fait une citation quand c'est repris dans Le Monde. Il y a 10 journaux qui sont analysés, ça fait un article dans une revue scientifique, et à la fin vous dites le soleil se lève à l'ouest, et vous avez 50 références qui vous le prouvent. Donc c'est terriblement dangereux. Et le deuxième danger de cette pratique, c'est que au-delà d'un certain stade, quand la réalité quotidiennement vécue par les gens, par tous les gens français et immigrés, car naturellement, ceux-là sont aussi la victime des petits voyous dans les cités, et souvent plus que ceux qui vivent souvent, tout le temps, plus que ceux qui vivent dans les beaux quartiers. Quand vous avez cette différence-là, ça crée une espèce d'effet de cocotte-minute qui est extrêmement explosif. À la fin, les gens peuvent très bien ne pas le supporter. Vous avez vu ce qui se passe, notamment avec les histoires dont on ne connaît pas bien l'origine à l'heure actuelle, peut-être sectaire de massacre des chevaux, etc. Les gens commencent à patrouiller avec des flingues dans la campagne. Alors, à la fin, il y a un coup de feu qui part, et comme toujours en pareil cas, ce sont les victimes qu'on met en prison, parce qu'elles sont là, vous comprenez. La victime, le type qui a tiré avec son fusil de chasse, il habite 12 rue machin, on le connaît, les gendarmes savent où il habite, etc. Donc c'est lui qu'on vient chercher, et donc une sensation d'exaspération croît dans la population, et à terme, ça peut être très dangereux. Il ne faut jamais oublier une chose, je crois que le président Sarkozy en était conscient, lui, mais moins ses successeurs. La France est un pays régicide. Il y a très peu de pays régicides sur cette planète. Il y a eu l'Angleterre, il y a eu la France et puis la Russie tsariste qui a terminé comme ça. Ce sont des pays dans lesquels, à un moment donné, les gens supportent tout et puis à un moment donné, ils explosent. Vous avez vu dans le cas de la Grande-Bretagne, l'Union européenne leur a fait le coup de la couleur des préservatifs, de lait cru dans le camembert, etc. Au bout d'un moment, ok, boum, Brexit. Voilà, à un moment donné, ça peut être explosif. Là, c'était explosif par un référendum. Il peut y avoir des formes plus explosives d'explosion. Si c'est un peu, on a un peu l'impression que c'était la crainte du pouvoir au moment des Gilets jaunes, précisément, même si finalement, c'est pas allé au bout et c'est heureux, mais on se rappelle notamment de l'attaque du ministère à l'époque, l'illustre Griveaux d'ailleurs, à l'époque avec un transpalette, je crois. Et justement, sur le point des Gilets jaunes, on a vu quand même que Castaner était particulièrement offensif à leur égard, avec le cher préfet allemand. On a le sentiment que l'arrivée de Gérald Darmanin à l'intérieur a un petit peu calmé les choses, du moins c'est le sentiment que j'ai eu. C'est-à-dire que les mouvements des Gilets jaunes, c'est plus la même chose que quand M. Castaner a géré. M. Castaner, à notre sens, les a très mal gérés, pour deux raisons. C'est que finalement, la plupart des gens qui ont été mutilés ou blessés ne s'est pas fait partie des gens qui étaient les criminels et délinquants infiltrés dans les manifestations, que tout le monde voit habillés en noir à chaque fois, et que tout le monde aimerait bien présenter à la justice pour savoir qui se cache derrière ces masques. Et on en voulait pour preuve à l'époque de M. Castaner. Autant nasser une place au niveau maintien de l'ordre, c'est complètement idiot, parce qu'il faut toujours avoir une porte de sortie pour évacuer les manifestants, autant pour faire de la police judiciaire et attraper les gens, c'est très utile. Et on a eu un cas, la place de la République était nassée, il y a un groupe d'une vingtaine de personnes qui a dit aux policiers « suicidez-vous ». Mes collègues n'avaient qu'une envie, c'était de les interpeller. On n'a pas eu l'ordre de les interpeller. Et le soir, nous avons eu M. Castaner aux différents journaux. « Je vais faire toute lumière sur ces histoires, je vais mobiliser les moyens de la police judiciaire ». Oui, mais il suffisait de les interpeller en flagrant délit. Donc c'est-à-dire qu'on mobilise des moyens de la police judiciaire qui va prendre du temps, alors que tout pouvait être fait tout de suite. Donc c'est pour ça que ça a été mal géré. Aujourd'hui, M. Darmanin reprend. Il a repris une doctrine qu'il a pondue il y a quelques jours sur la nouvelle doctrine du maintien de l'ordre en France. Dedans, en fait, il enfonce que des portes ouvertes. Il ne représente rien de nouveau. Il dit on va changer de grenade parce que la dernière, en fait, il n'y a plus de marché, on en a pris une nouvelle. Nous, on avait préconisé l'utilisation massive des canons à eau et du gaz poivre, comme ça se fait dans certains autres pays, pour cibler les problèmes et qui est toujours l'utilité opérationnelle, ce n'est pas à l'ordre du jour. Il
a dit qu'il faut un contact avec les manifestants, mais c'est le rôle des renseignements territoriaux, des axes renseignements généraux où je travaille. Évidemment, on n'a pas les moyens de travailler pour prévoir, anticiper et déployer les policiers où il faut pour arrêter toutes les personnes nuisibles qui veulent venir sur ces manifestations. Et pire que ça, quand on fait des notes de renseignement, elles sont aussi retoquées comme les statistiques de la délinquance pour être conformes à la vision du gouvernement. Donc en fait, c'est assez insupportable. Et je veux dire, on a des gens qui sont sur le côté, on va être de plus en plus dur, mais tous ces gens comme le préfet allemand et tous nos ministres, ils sont jamais sur le terrain en fait. Bien sûr. C'est pas eux qui prennent les coups. Donc en fait, à force de monter tout le monde les uns contre les autres, plutôt que de régler les problèmes des gens nuisibles qui sont sur le terrain, qui à la fois embêtent les manifestants, agressent les policiers et détruisent tous les magasins à proximité, c'est insupportable pour tout le monde. Et je redonne la parole à un de mes collègues secrétaires. C'est une manifestation qui doit bien se passer en France. C'est une manifestation où je regarde défiler les manifestants, quel que soit ce que je pense de leurs idées, mais où je n'ai pas à intervenir. Parce que si je n'interviens pas, déjà, c'est que le travail a été bien fait, bien filtré en amont. Deuxièmement, je finis à l'heure et je ne suis pas blessé. Et surtout, dans le contexte actuel, je ne suis pas mis en cause pour diverses raisons, pour violence policière. Parce qu'il y a ce terme qui est insupportable pour les policiers. Et il n'y a aucun mot sur la communication du ministre, à part nous dire « attention, faites preuve de discernement, de déontologie ». Il faut rappeler que la police, des fois, effectivement, il y a certains collègues qui dérapent, qui ne font pas un usage déontologique de la force. Par contre, nous avons le monopole de la force publique, parce qu'il y a des situations où il est nécessaire d'interpeller des gens. Et je me défie n'importe qui d'aller interpeller un criminel ou un délinquant en disant « s'il vous plaît, monsieur, suivez-moi ». Non, il faut malheureusement utiliser les moyens de coercition divers et variés. Et la coercition est proportionnelle par rapport au taux de résistance de la personne. Alors, vous avez parlé de violences policières. Justement, j'aimerais qu'on écoute quelques secondes un témoignage d'un journaliste qui s'est infiltré pendant 2 ans dans la police. Il s'agit de Valentin Gendreau. Il a publié un livre qui s'appelle Flic, je crois. Je vous propose d'écouter ses propos. Les jeunes hommes noirs d'origine arabe ou les migrants, les policiers, utilisent un mot générique, les bâtards, pour les désigner. Ils les appellent comme ça. Et ça, c'est tous les jours. J'ai assisté à 3 ou 4 tabassages de migrants. On les prend, on les met dans le fourgon. Un policier ou 2 policiers vont les tabasser dans le fourgon et ensuite on va les relâcher à 4 ou 5 km du lieu d'interpellation. C'est la même chose pour des gardés à vue. Certains gardés à vue sont frappés. Bon, on peut compter sur les journalistes pour faire de la publicité à la police, en tout cas. Oui, mais après, le problème, c'est qu'il n'y a pas l'analyse derrière. C'est-à-dire que les faits qui sont reprochés peuvent être véridiques, effectivement, il y a certains collègues, mais je rappelle que déjà, c'est une expérience sur un commissariat de Paris, très particulier. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, il y a quelque chose dans la police qui est malheureusement pareil dans toutes les institutions, c'est qu'on envoie nos plus jeunes collègues dans les quartiers les plus difficiles, sans l'expérience et sans l'encadrement nécessaire. D'ailleurs, un journal qu'on ne peut pas qualifier d'extrémiste et qui est surtout assez neutre, en tous les cas, dans la pensée générale française, Le Monde, qui a dit qu'il y a un problème d'encadrement et de formation. Donc si Le Monde le dit, comme avait dit je ne sais plus qui, si Le Monde l'a dit, c'est que c'est une porte ouverte, tout le monde peut le dire. Donc du coup, il y a ce manque d'encadrement, ce manque de jeunesse, en fait, et qui sont formatés à l'école de police. Savoir que l'école de police est formatée par d'une explication de bureaucrates qui voient comment la réalité conforme à leur tour d'ivoire et qui n'est pas du tout adaptée sur le terrain. Mon petit frère qui a 10 ans de moins que moi, qui est rentré dans la police, il a eu un formateur, il a dit voilà, je vais vous apprendre 2 choses, à la fois ce qu'on me demande de vous faire et je vais vous apprendre la vraie police, comment vous allez traiter sur le terrain. Ce formateur a été enlevé de son poste en cours d'année parce qu'il donnait des mauvaises choses aux élèves. Alors que c'est ce qu'on attend en fait, qu'on soit conforme à la réalité qu'on va vivre. Donc effectivement, ça peut arriver. Après, la deuxième chose, c'est qu'il y a quand même 150 000 personnels de la police nationale. Donc ça reste des minorités. Deuxièmement, ce qui a été soulevé également, c'est qu'il aurait pu aller jusqu'au bout de son analyse, il aurait pu dénoncer ces faits. Il ne l'a pas fait, parce qu'au moment des faits, il était policier. Il ne l'a pas fait. Et il aurait pu voir la machine administrative, comment elle se met en marche pour broyer les gens qui veulent dénoncer cette minorité de fonctionnaires qui dérivent. Il ne l'a pas fait. Donc après, finalement, dire des choses qui sont déjà sorties dans la presse, qui sont, on fait que remettre une couche, mais il n'y a pas cette analyse de voir comment fonctionne le système, comment les fonctionnaires peuvent être broyés en interne, comment le mode de travail. Il en parle un petit peu dans son livre, qu'après je n'ai pas lu, mais il y a des extraits de son livre que j'ai lu, qui dit qu'il y a des conditions de travail quand même déplorables dans la police nationale. Et en fait, tous ces systèmes ne mettent pas assez en avant toute la responsabilité politique de la gestion de la police qui arrive à ça. Voilà, donc en fait, oui, il y a des cas comme ça qui arrivent. Oui, c'est une minorité par contre, et je trouve qu'on mériterait une réflexion, une analyse, plutôt que de la polémique comme c'est à l'heure actuelle. Alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on parle souvent des médias, Xavier Hofer, on en parle souvent ensemble, en tous les cas. On voit que cet homme semble relativement médiatisé, on en a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé aussi de la famille Traoré, l'illustre famille Traoré, qui refait parler d'elle aujourd'hui, justement parce qu'un cousin d'Adama Traoré, visiblement,
aurait été... le sort s'acharne. C'est vrai, le destin français. C'est pour reprendre le livre d'Éric Zemmour, je crois que c'est vraiment... on a le sentiment quand même que les médias ont une forte propension à médiatiser précisément ces affaires où on peut soulever d'hypothétiques violences policières. Alors, plusieurs choses. Premièrement, pour revenir un petit peu sur ce qu'on a déjà dit, le problème des Black Blocs dans les manifestations peut être résolu à la minute. Il peut être résolu à la minute. Je témoigne du fait que la direction du renseignement de la préfecture de police, la direction du renseignement qui est à la préfecture, les anciens RGPP, disposent pour la région parisienne de la liste des 150-200 individus qui sont toujours concernés par ces affaires-là. Il est tout à fait possible, en les laissant royalement tranquilles 364 jours de l'année, le 365e jour de l'année, quand on sait par le renseignement territorial qu'il y a de l'agitation dans l'air, de les attraper à 6 heures le matin chez eux, de leur demander, dans l'intérêt naturellement et en fonction de l'article temps du Code de procédure, de bien vouloir déférer à une invitation, de les retenir jusqu'à 5 heures du soir parce qu'on n'a pas tout bien compris de ce qu'ils disaient, et puis de les relâcher dans la nature quand la manifestation est terminée. J'ajoute en plus que l'Europe existe quand même vaguement en matière de sécurité et que chaque fois que 10 Black Blocs d'Allemagne, de Belgique, de Suisse ou de Dieu sait où arrivent sur le territoire français, ils sont signalés avec les numéros des voitures et qu'on peut très bien les intercepter sur l'autoroute à un endroit X ou Y. Alors pourquoi ne le fait-on pas ? C'est un mystère. Ça a été fait une fois. Ça a été fait une fois. Il y avait une information qui était parvenue au ministère comme quoi, pendant la campagne présidentielle, la dernière, là, en 2017, je crois, il y avait des Black Blocs qui s'apprêtaient à attaquer un meeting de Marine Le Pen, etc. Alors brutalement, là, ils se sont dit peut-être que là, c'est pas terrible, ça fera une image de martyr ou Dieu sait trop quoi, parce qu'ils peuvent être très violents. Ça va lui faire gagner des points, alors on va éviter ça. Donc, exactement, ou peut-être que le raisonnement a été parfaitement digne et humain du style la pauvre, elle a le droit de parler, mais on peut en douter ou on peut le croire, là n'est pas la question, mais là ils ont été par miracle, hop, ils ont été arrêtés avant d'agir et puis on les a retenus le temps nécessaire et après ça on les a remis en circulation. Donc quand on veut, on peut. Je crois que les propos du jeune Antifa déguisé en journaliste, là, comme d'habitude, il y en a une douzaine comme ça, on les connaît maintenant, sont caractéristiques d'une chose, à savoir que vous avez des individus qui n'ont pas pour idée d'informer quiconque. Ils sont là à titre de mercenaires ou à titre d'employés soumis pour illustrer et défendre l'idée de la mondialisation heureuse. Alors, la mondialisation heureuse, c'est l'idée de celui qui les paye au sommet, là, M. Drahi, M. Niel et puis toute la petite bande qui ont été mis en place par M. Hollande. Et donc, cette petite bande-là, et Soros et compagnie, la mondialisation est une merveille, il ne faut pas y toucher. Et tout ce qui peut en donner une idée négative, comme de dire que, par exemple, tous ceux qui agressent les petites vieilles dans la rue ne sont pas forcément tous des berrichons, vous voyez, ou des choses comme ça, naturellement, ils vous tombent sur le poil immédiatement parce que ce sont, en réalité, non pas des journalistes, mais les chiens de garde du système, les chiens d'attaque du système. Et donc, les chiens de garde en question n'ont aucune espèce d'intérêt pour le réel. Vous avez vu donc l'intéressé, là, ce qui l'intéresse, c'est les mots. Oh, il a dit bâtard. Voilà. Donc, c'est... il a dit ensauvagement, il a dit bâtard, et donc immédiatement il se roule par terre parce que la réalité des choses, le sort réel des gens dans la rue, le fait qu'il puisse y avoir des victimes, ça ne les intéresse pas, ils s'en foutent comme de l'an 40, ils sont pas là pour là, ils sont là pour dire ouais, il y a Marine Le Pen, elle a dit ceci, il y a M. Ciotti, il a dit cela, il y a M. Truc qui a dit cela, qui a dit chose, ils sont là pour faire des leçons de morale sur le fait qu'il faut pas dire ce que eux considèrent comme des gros mots. La réalité des choses ne les prend pas en compte. Le seul souci, c'est que, bien entendu, la réalité des choses, c'est ce qu'éprouvent les gens dans la rue. Hein, et ainsi, année après année... Ce fameux sentiment d'insécurité. Voilà, oui, mais ça, si vous voulez, c'était déjà démodé après Badinter, si vous voulez. Le pauvre, je l'appelle Dupont-Taubira, comme ça, parce que je suis un peu taquin de tempérament, mais le pauvre Dupont-Taubira, là, il nous a refait le coup. Enfin, c'est du Badinter haute époque. Vous savez à quoi ça a amené, le fait de penser qu'il y avait des beaufs un peu portés sur le pastis ou sur le Calvados, qui avaient des idées bizarres dans la tête
comme celle du fait qu'ils pouvaient être soumis à des violences ou être attaqués chez eux ou être cambriolés, etc., ça a mené, entre 82 et 84, une explosion criminelle si grave qu'il a fallu que Mitterrand renvoie les intéressés à leurs chères études et fasse un virage à 180 degrés pour essayer de refaire venir un peu le calme en France. J'y étais, c'est le bénéfice de l'âge, je m'en souviens. Il y a tous les chiffres. Je les ai publiés, d'ailleurs, la courbe de la montée de la criminalité constatée entre 82 et 84, boum, ça part vers le plafond. Donc, il faut avoir le souvenir de ça, mais simplement, comme les gens en question ne travaillent pas, ne savent rien et réagissent en fonction de leurs intérêts et de leur petite posture immédiate, ils ne le savent pas. Je parle des politiciens ou des avocats devenus politiciens comme M. Dupont-Aubira. Voilà. Pour le reste, vous avez une réalité criminelle. La réalité criminelle, elle est constatable, et notamment ceci, et on en a parlé, et je vous ai même donné à un moment donné un graphique à montrer, etc. Quel est le problème en matière de sécurité d'un État-nation? Pas uniquement la France, toujours et partout. Le fait que notre ami ici présent a un boulot de policier et que d'autres ont des boulots dans les prisons et que d'autres ont des boulots dans la magistrature. Tout ça est fondé sur une seule réalité à la base. Et si cette réalité n'existait pas, il n'y aurait sans doute pas de ministère de l'Intérieur et sans doute pas de ministère de la Justice. Cette réalité, c'est la récidive. Imaginez que si jamais quelqu'un dans sa vie commet une infraction, un délit ou un crime, et plus jamais rien, s'il n'y a jamais de récidive, à ce moment-là, eh bien, nous vivons au royaume des anges. Tout est calme, tout va bien. Et il n'y a pas besoin, un garde champêtre pour éviter qu'on aille voler les poules, etc. Mais pas besoin de grand-chose de plus. Alors, naturellement, le problème de la récidive, et la dernière fois que le gouvernement français a fait une grande crise sur la récidive, à juste titre, en disant c'est ça qui pose problème, si jamais on résout le problème de la récidive, eh bien tout ira mieux. C'était en 2004, donc il y a eu des mesures qui ont été prises avec la bouche, en disant on va faire quelque chose contre la récidive, c'est terminé. Et puis après ça, le problème des énarques, c'est qu'une fois qu'ils ont trouvé un problème, après ça, ils pensent qu'il est résolu, ils vont se coucher. Mais donc après ça, les choses ont continué à évoluer. Et si vous prenez la statistique des taux de récidive légale, c'est un terme extrêmement précis qui signifie que dans les 5 ans, une infraction analogue par le même individu, etc. Si vous prenez le taux de récidive légale des crimes d'un côté et des délits de l'autre, vous vous apercevez que de Sarkozy en Hollande et de Hollande en Macron, ça n'a fait que croître et embellir. Plus le taux de récidive augmente, c'est-à-dire plus de fois des individus commettent à répétition des infractions, eh bien plus les policiers ont de travail, plus les tribunaux sont encombrés, et c'est ça. Et là, c'est un échec absolu. En ce qui concerne les infractions des crimes, le taux d'infraction légale des crimes, entre 2005, c'est-à-dire la première année complète après la tentative de réforme, et la dernière année complète, le ministère de la Justice ne donne pas ces chiffres avec une rapidité foudroyante. Donc on a 2005-2018. En ce qui concerne les crimes, c'est-à-dire tout ce qui peut vous amener à passer devant la cour d'assises, on est passé de 2,9 à 9,1. Il y a eu un triplement, 3 fois plus. Alors, au lieu de nous faire le coup des malheureuses victimes de l'exclusion et du racisme, M. Dupont-Aubira devrait s'occuper de ça, car naturellement, s'il arrive à faire baisser le taux de crimes, le taux de récidive des crimes et des délits, eh bien, la population est soulagée. Ça fait à chaque fois autant de victimes en moins. Et ça, laissez-moi vous faire maintenant, pour en terminer sur ce point, une prophétie. Dans les 21 mois qui nous séparent de l'élection présidentielle prochaine, comme le disent mes enfants, même pas en rêve. Alors, ils sont contraints de faire de l'esbrouf sur les mots, sur ensauvagement, sur machin, parce que rien n'est possible d'ici 21 mois. Voilà. Et bon, continuons cette émission. Après ça, je vous expliquerai pourquoi c'est pas possible d'ici 21 mois et quel est le problème central. Alexandre Langlois, sur la question de la récidive, vous, c'est aussi ce que vous percevez sur le terrain. J'imagine qu'il y a un certain nombre de criminels que vous connaissez bien et que vous êtes appelés à revoir, y compris parfois avant la fin de leur peine.
Il y a déjà, même avant la récidive, il y a quelque chose qui énerve énormément mes collègues, c'est qu'il y a des fois des rappels à la loi. C'est-à-dire que certains délinquants sont relâchés avant qu'on ait fini le PV d'interpellation. Donc en fait, c'est toujours les mêmes qui sont relâchés parce que pour diverses raisons, pour discuter avec des magistrats, ils nous disent de toute façon les prisons sont pleines, on ne sait plus quoi faire des gens. Donc en fait, c'est toute la chaîne pénale qu'il faudrait revoir. Nous, on a comme rôle de présenter à la justice, mais la justice nous dit derrière, de toute façon, nous on est saturés, on ne sait plus quoi faire. Donc le gars, vous nous le représentez pour la xème fois, oui, il a fait une infraction, oui, c'est un délit, mais derrière, nous, on ne peut pas gérer non plus. Donc rappel à la loi, dehors. Donc ça démotive assez pas mal les gens. Et finalement, c'est ce sentiment d'insécurité, parce que c'est ce qu'énerve en fait la population quand ils vivent dans des endroits. En fait, en principe, c'est pas juste un sentiment, c'est une réelle insécurité. C'est une réalité, insécurité. Mais sur le sentiment d'insécurité, je vais donner un exemple, et ça avait marché à l'époque, mais à cause de la politique du chiffre et de la restriction des effectifs, finalement, on avait dit, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est les chiffres. Et c'est ça que c'est dramatique. Il y avait deux équipes. Une équipe qui faisait 90 affaires par mois, donc entre étrangers en situation irrégulière à la gare et boulettes de shit. Donc c'était affaires constatées, affaires résolues. Une deuxième équipe sur la même ville qui s'occupait d'aller dire, ils étaient à voir les associations, les commerçants, tout le monde, et ils ont dit, dès que vous avez quelque chose, vous nous appelez. On vient vérifier ce qui se passe, soit on vous rassure par rapport, on dit ce que vous avez vu c'est ça, rassurez-vous, tout va bien, soit il y a réellement un problème et on interpelle la personne qui trouble justement la tranquillité publique parce qu'elle commet un délit, un crime, etc. Finalement, il faisait 10 interpellations, mais 10 interpellations qui étaient sérieuses et qui soulageaient les gens, et le reste du temps, ils rassuraient la population. Suite à la suppression d'effectifs, c'est cette équipe-là qui a été fermée, malgré le maire de la ville, donc c'était à Maison Lafitte, les commerçants et tout ça. Donc tout le monde a dit non, on veut garder l'équipe qui fait moins de stats, mais qui nous rassure, qui fait son travail, qui arrête les gens qui sont réellement nuisibles, quitte à pas pouvoir tout. Voilà. Donc on en est là. Et aujourd'hui, M. Darmanin fait la même chose en disant je vais mettre les effectifs de police sur le petit trafic de stupes et la boulette de shit pour faire du chiffre. Mais c'est pas ça qu'attendent les gens. Ils attendent les gens quand il y a un tapage nocturne, ils veulent que ça cesse. Quand il y a un rodéo dans leur rue, ils veulent que ça cesse. Enfin, ils veulent pouvoir vivre tranquillement. Et après, quand on a le temps de tout faire, ce qui serait l'idéal, mais malheureusement quand on fait des priorités, c'est qu'on n'a pas les moyens de faire tout. Et ben voilà. Donc en fait, ce sentiment de tranquillité publique n'est pas du tout à l'ordre du jour. Et on reste sur de la com avec des gens qui vivent dans des quartiers où ils sont en sécurité. Et je vais redonner un exemple pour rebondir sur les Black Blocs, parce qu'il y a quelque chose qui était amusant sur la loi travail. Les services de renseignement allaient faire leur travail. 300 Black Blocs ou assimilés qui arrivent de la gare du Nord pour rejoindre à l'époque, comment ça s'appelle, le Nuit debout, place de la République. J'ai des collègues qui étaient en CRS qui se sont dit c'est bien, on va pouvoir les interpeller. Or, des données à la compagnie de se déplacer pour les laisser passer. Résultat des courses, ils vont place de la République, ils mettent le bazar et ils engrainent quelques personnes. Ils vont dégrader le commissariat du quartier. Toujours aucun ordre d'aller les interpeller. Et finalement, les ordres sont tombés quand ils ont dit on va aller prendre l'apéro chez Valls qui habite dans le quartier. Là, du coup, dans le quart d'heure, 39 interpellations, dispersion du mouvement. C'est-à-dire que l'utilisation de la police n'est pas faite pour protéger les gens, mais protéger des intérêts particuliers. Et c'est assez scandaleux. Donc, on a eu la preuve A plus B que quand on veut interpeller et disperser le mouvement, on peut. Voilà. Et c'est pas la faute des services de renseignement, c'est pas la faute de nos collègues sur le terrain. C'est réellement des ordres politiques et c'est inadmissible. Alors, juste pour compléter. Mais c'est pas nouveau, quoi. La police nationale en France a été créée pour protéger l'appareil d'État. Elle n'a pas été créée pour protéger la population. Le reste, c'est une légende. Hein, ils le font un peu quand ils ont le temps, quand les élections approchent. Mais la police en France, l'appareil répressif en France, a été créé dès l'origine pour protéger l'appareil d'État. Des malheurs qui pourraient lui arriver du fait de l'agitation et de ce qu'on appelait au XVIIIe siècle, où les gens parlaient un français merveilleux, les émotions populaires, vous savez, les émeutes, les machins, c'est ça. Vous savez, le régiment de chars de la gendarmerie qui se trouve à côté de Paris, là, à Rambouillet, il est là pour protéger l'Élysée et puis Matignon. Hein, il n'est pas là pour protéger les pauvres gens qui se font agresser par des Dieu sait qui, quoi. C'est comme ça depuis le début. Et il faut avoir conscience de ça. Et donc, de temps en temps, quand les sondages deviennent mauvais, quand ça risque de tourner mal, quand il y a une élection présidentielle qui se présente pas bien, on fait un petit peu de saupoudrage, etc. Mais là, à l'heure actuelle, rien de sérieux n'est fait. À un moment donné, pour en venir au fondamental, dans une société un peu sophistiquée comme la nôtre, avec un appareil d'État complexe, etc., tous les problèmes n'ont pas la même taille. Généralement, quand vous êtes dans un domaine, à l'heure actuelle, dans le domaine médical, tous les problèmes n'ont pas la même taille. Vous avez le Covid en plein milieu qui bouffe tout, et puis des tas de petits trucs sur le côté. Ah bah zut, on n'a plus le temps de voir les gens qui ont un cancer, oui, mais les diabétiques, mais voilà. Le gros problème, c'est celui-là. Et le gros problème en matière de sécurité, il y en a un, c'est celui des lieux
hors contrôle, où la police n'est plus faite et où il y en a, si j'en crois le renseignement territorial, qui a publié une liste précise et qui la remet à jour, à peu près 700 en France, dont à peu près 200 qui sont très graves. C'est-à-dire que pour certains de ces quartiers, l'ancien président socialiste de la région PACA avait parlé de quartiers en sécession. C'est grave, la sécession, la guerre de sécession, ça fait beaucoup de morts quand même. Voilà. Donc, il y a ces quartiers-là. Et donc, le fait de faire du saupoudrage de keufs, à les envoyer fatigués comme ils sont d'un bout à l'autre, 30 à Lille parce que le maire a râlé, 50 ici, 50 là, ça ne sert à rien, car l'endroit qui génère 90% de la criminalité des rues, ce sont ces cités et quartiers hors contrôle. Ils sont connus, ils sont même célèbres pour certains d'entre eux. C'est là où le trafic est généré, c'est là où la drogue arrive en France, c'est là où elle est mise entre les mains des détaillants, d'abord des semi-grossistes puis des détaillants, c'est là où on met le feu aux voitures, c'est là où on met le feu au cirque, c'est là où parfois on tire à l'arme à feu sur la police. 90 problèmes de la sécurité en France, c'est dans les lieux en question ou en émanant. C'est-à-dire que si par exemple on prend la pointe d'un compas sur une des cités en question, allez, on va dire le Clos Saint-Lazare à Stein ou les Bosquets à Montfermeil, et qu'on fait avec le compas un tour dans les 10 km, vous allez voir qu'il y a plus de cambriolage, plus de problèmes de sécurité. Voilà, c'est à partir de là que ça métastase. Comment voulez-vous que ce problème-là qui perdure, sans que nul ne s'y soit jamais sérieusement essayer à le résoudre, et encore moins M. Macron que les autres. Vous avez vu comment il a traité M. Borloo, etc. Rentre à ta niche, j'ai plus besoin de toi. Donc, résoudre ce problème n'a pas été fait depuis 50 ans. Vous allez résoudre ça en 20 mois. Et tout le reste, c'est du bavardage. Comment dire, il y a Macron, il s'est fait son gentil et son méchant, il y a le Darmanin qui aboie dans le genre Roquet, et puis il y a Dupont-Aubira qui cajole. Mais en réalité, ça n'aura aucun effet du tout. J'observe d'ailleurs, on a une base documentaire, que depuis le début des aboiements et depuis le début du cajolement, là, depuis la rentrée, si vous voulez, depuis le 20 août, le nombre d'émeutes, le nombre d'agressions de policiers et de gendarmes, la manifestation tragique de toute cette espèce de climat insupportable qui sont les suicides dans les instances régaliennes, les suicides de gendarmes, les suicides de policiers, les suicides de gardiens de prison, rien de ça n'a baissé, c'est statu quo commenté. Alors, les aboiements de M. Darmanin et puis les cajoleries de M. Taubira, les voyous, ils s'en tapent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc rien ne changera dans les 21 mois qui viennent. J'aimerais revenir sur un point, Xavier Hofer. Vous avez expliqué que, historiquement parlant, la police n'avait jamais été faite finalement pour protéger les citoyens, si ce n'est pour redorer un peu le blason du pouvoir. J'imagine que c'est quand même aux antipodes des convictions qui vous ont poussé à vous engager dans la police. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez ça? Parce que finalement, c'est quand même assez proche de la réalité aujourd'hui. On a bien vu le comportement des forces de l'ordre, ou du moins les ordres pour les forces de l'ordre pendant des événements tels que les Gilets jaunes. Et on voit bien effectivement ces zones de non-droit dont Xavier Hofer vient de parler, qui sont laissées un peu à l'abandon, avec, il faut le dire, une forme de séparatisme, de sécessionnisme, comme il vient de le dire, où la police n'a quasiment pas le droit d'aller. Alors, il y a 3 sujets dans la question. Effectivement. Le premier, il y a un débat idéologique sur le fondement de la police. À l'heure actuelle, le fondement soit effectivement comme appareil étatique, parce que la police nationale a été créée dans sa forme actuelle par Vichy, et le fondement que beaucoup de policiers sont engagés par conviction, pas pour défendre l'appareil d'État, mais pour défendre de façon caricaturale la veuve et l'orphelin, fondée sur 1789, la Déclaration des droits de l'homme, une force publique pour l'usage de tous, et non celle particulière à qui elle est confiée. Et nous, c'est le combat au niveau du syndicat Comène, c'est ce combat-là pour qu'on soit à l'usage du peuple. La deuxième chose, en plus, c'est ce qu'on essaye d'expliquer aux politiques, qui ne seront pas toujours au pouvoir, ce serait intéressant d'avoir une force publique qui garantit la liberté d'expression de tout le monde, et pas que de ceux qui sont au pouvoir. Donc tout le monde peut y trouver son intérêt, même ceux qui nous dirigent. La deuxième chose, il y a un glissement sémantique, qui est très intéressant. Moi, quand je me suis engagé dans la police, on parlait de gardien de la paix. Gardien de la paix, qui est une notion très noble, et il y a beaucoup de mes collègues qui s'engagent pour ça. Maintenant, c'est du maintien de l'ordre. Maintenant, après, il y a eu un dérive avec force de l'ordre. Et là où je vais rejoindre M. Ruffert, c'est qu'il y a une nouvelle dérive qui a été faite en 2017-2018 pour faire la campagne de recrutement dans la police nationale, mais qui est passée comme une lettre à la poste, c'est devenez gardien de notre paix. La paix n'est plus générale, elle est particulière.
Et ça, ils ont insisté, ils continuent de marteler leur campagne de recrutement sur devenir gardien de notre paix. Moi, je pense que la paix doit être générale. Je veux dire, on ne doit pas sécuriser certaines personnes et pas d'autres. Pour la garder, il faudrait qu'elle existe encore. Voilà. Enfin, troisième point, c'est qu'effectivement, il y a des zones de non-droit. Sans aller chercher dans les notes de renseignement où je travaille, il y a tout simplement l'État, M. Macron, qui a reconnu avec ses quartiers de reconquête républicaine. Il a dit, voilà, dans tel quartier, il y a des problèmes, et certains, ils sont planifiés dans plusieurs années. On y mettra les pieds dans tant de temps. Voilà, et après on voit bien que quand il y a un problème d'effectifs, je vais donner un exemple, c'est que dans certaines cités, quand on envoie les CRS ou des renforts humains de policiers qui quadrillent le quartier, tout se passe très bien. Il y a deux problèmes. Deux problèmes, c'est que les délinquants sont habitués à ce système. On a un collègue CRS qui était venu quadriller un quartier après des émeutes. Il y a un dealer qui est venu le voir qui dit « Monsieur le CRS, vous êtes là jusqu'à quand ?» Il dit, je ne vais pas vous le dire. Si, dites-le nous, parce que nous, on ne veut pas d'embêtement avec la police. Après, vous serez partis. Donc, il a dit, on partira à telle date. Ils ont dit, il n'y a pas de problème, le quartier sera calme pendant que vous soyez présents. Et deuxième chose plus grave qui arrivait aussi dans d'autres cités, c'est que, pareil, opération coup de com', débarquement de policiers parce qu'il y a eu des émeutes. Résultat des courses, le quartier se tient calme, des interpellations, des caves qui sont fouillées, parfait. Le travail normal de la police pour rétablir la situation. Sauf qu'on est sur une opération de com'. Après, ces effectifs sont retirés. Du coup, ils sont allés se venger au commissariat. Ils ont attaqué le commissariat, ils sont allés attaquer les collègues. Et là, plus personne n'en parle, il n'y a plus le feu médiatique. Donc on sait ce qu'il faut faire, parce qu'on fait pour des opérations de com ponctuelles, mais il n'y a pas de volonté à long terme. La carte de la délinquance en France et la carte surtout des commissariats et le déploiement des forces de l'ordre n'a pas changé depuis les années 70. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose de complètement désuet, avec à l'heure actuelle même des échanges de zones entre gendarmes et police en disant si je te donne telle zone, tu me donnes telle zone. On est sur des petites guéguerres de services. On n'est même pas sur une vision globale. Donc la délinquance se déplace. Et ils ont essayé à un moment de faire de la délinquance prédictive. En disant, voilà, on a regardé comment ça s'annonce, on va être là. Mais oui, mais en fait, ça marche pas. En fait, ils ont dit, la délinquance déjà se déplace en fonction des endroits où ils sont plus contrôlés. Et deuxièmement, on a eu une des effectifs, c'était à Fontainebleau. On leur a dit, vous êtes des mauvais. Cette année, la délinquance a baissé. Et ils ont dit, c'est peut-être parce qu'on fait bien notre travail. Ah ben non, parce qu'au niveau des stats, il nous faut au moins pareil pour qu'on justifie qu'on produit et qu'on travaille. Mais ils ont dit c'est complètement ridicule. Et les plus anciens collègues nous disaient, c'est ça où c'est dramatique la gestion police actuelle, qui est une gestion bureaucratique et pas une gestion qui colle à la réalité. Les anciens nous disaient, quand on rentrait au commissariat, on mettait RAS quartier calme, on avait les félicitations de tout le monde. Bah oui. Maintenant, on nous dit, mais vous êtes vraiment nuls, vous n'avez rien fait. Et on nous a enlevé ce discernement, cette volonté de travailler pour être aux ordres de bureaucrates. Et on a l'impression d'avoir des commissaires politiques qui viennent verrouiller notre travail derrière, plutôt que de nous laisser le discernement. Et un collègue a dit, laissez-nous faire notre travail, falsifiez les chiffres en lieu, mais laissez-nous protéger les gens. Alors moi, pour conclure cette émission, j'aimerais revenir sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure, Xavier Hofer, c'était au sujet des mutilations des chevaux, où les citoyens finalement se mobilisent, ont l'impression que s'ils veulent que les choses se règlent, ils vont être obligés de les régler eux-mêmes, parce qu'effectivement, on l'a vu tout au fil de cette émission, on a le sentiment que l'État est largement défaillant dans le maintien de la sécurité et de l'ordre pour les citoyens. Est-ce qu'il faut s'attendre finalement à une progression de ces intentions et donc finalement à une situation qui s'approche de celle des États-Unis où tout le monde va s'armer et tout le monde va chercher finalement à faire justice soi-même? On n'a pas la même tradition nationale, les États-Unis et nous. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'encore, jusqu'à demain matin sur la situation aux États-Unis, bien entendu, les États-Unis n'ont pas toujours été un pays violent et surarmé. Cette dérive-là a démarré longtemps après le début de l'existence nationale des États-Unis, où auparavant, les gens étaient éparpillés dans la nature, donc il fallait un flingue pour les ours, quoi. Mais c'était en gros pas grand-chose. Ou alors ceux qui étaient en contact avec les tribus des Indiens d'Amérique, vous savez, des fois ils étaient obligés de se défendre, mais c'était pas un pays surarmé. Il y a eu le traumatisme épouvantable de la guerre de sécession. La guerre de sécession n'a pas été du tout ce qu'on apprend dans les livres d'histoire, à savoir des charges de cavalerie de nordistes contre sudistes, comme la guerre de 14. Ça a été peut-être 10% de la guerre de sécession et 90%, ça a été des tueries de village à village dans la zone frontière entre le sud et le nord. Par exemple, entre le Kansas qui avait choisi l'Union, qui était fervent républicain, etc., et le Missouri qui avait choisi la Confédération. Il y a eu des tueries abominables. Et là, les gens traumatisés dans tout cet immense arc qui va de la vallée du Mississippi jusqu'aux environs de Washington, il y a eu
eu l'habitude de prise de se surarmer et d'être protégé, parce que le danger, c'était pas l'arrivée de l'armée, de la cavalerie nordiste ou de la cavalerie sudiste, c'était le village d'à côté où les gens allaient venir pour vous tuer. Donc ça, c'était la situation des États-Unis. On n'a jamais eu ce traumatisme-là. Il y a eu des guerres civiles, il y a eu 10 révolutions, mais on n'a jamais eu ce traumatisme originel de gens qui étaient tous venus dans ce pays pour y être tranquilles. Les pèlerins, les premiers, ceux qui ont été aux États-Unis, Founding Fathers, ils y étaient parce que c'était le boxon en Europe, les guerres de religion, etc. Enfin, on va être tranquille, patatras, ça nous rejoint. Voilà. Donc ça, c'est pas du tout la même situation en France. Mais là où il faut être prudent, c'est qu'à partir du moment où une population traumatisée commence à s'énerver, dans un pays comme la France, ça peut aller très vite. Voltaire disait des Français, ce peuple dur et léger, alors ils sont légers les 3/4 du temps, la bonne bouffe, boire un coup avec les copains, et de temps en temps ils prennent une grosse colère. Vous avez vu les gilets jaunes, le pire serait de développer une situation de type gilet jaune en matière de sécurité. Bien sûr. Et à l'heure actuelle, si M. Macron continue toujours à penser que ce sont des incivilités et que tout ça est bien ennuyeux, mais que Wall Street c'est important et pas ce que vivent les gens dans leur vie, eh ben ça peut déraper. C'est aussi votre sentiment. Est-ce que vous, dans les forces de l'ordre, justement, vous craignez finalement que ce soit les citoyens eux-mêmes qui cherchent à régler les situations qui ne sont pas réglées par l'État ? Déjà, je suis doublement conscient parce que ma femme a une petite ferme équestre, donc elle sait de quoi en plus ce sujet la touche personnellement. Donc en fait, sur l'analyse sur ce qu'on peut avoir sur ça, oui, les gens s'arment. Parce que justement, il y a une carence de l'État. Mais après, quand on voit le nombre de gendarmes et de policiers disponibles, surtout de gendarmes, parce que c'est surtout en zone rurale, ils ne peuvent pas couvrir toute la zone de façon normale. Et il n'y a pas assez de renforts au niveau de la gendarmerie. Donc ils peuvent mettre tous les moyens qu'ils veulent et à l'heure actuelle, ils seront forcément saturés. Donc après, il faut développer éventuellement des drones, etc. Mais on est encore à la ramasse en France sur les nouvelles technologies qui pourraient pallier à cette carence d'effectifs humains. Deuxièmement, les gens s'arment. Donc, pour avoir vu ce que disent les gendarmes, ils ont dit attention, si vous armez, si vous tirez, vous serez embêté. Vous serez victime et embêté. Et surtout, après, vous pourrez être aussi embêté si vous tirez sur un cœur de champignon ou un chasseur parce que la chasse va recommencer. Enfin, il y a plusieurs choses. Le vrai problème, c'est que. Ça arrive souvent, d'ailleurs, les accidents de chasse. Non, mais. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont dit vous pourrez tirer sur quelqu'un qui finalement n'était pas venu mutiler les chevaux. Donc, il y a ce danger. Deuxièmement, il y a aussi des gens qui ont dit comme on veut pas, on va tirer balle à blanc pour faire peur. Et du coup, la réponse en face, ils sont réellement armés, on voit ce qu'ils font aux chevaux. Faites pas ça, parce qu'ils vont vraiment vous tirer dessus et aller vous mutiler. Donc ce n'est pas la solution. La solution idéale, dans un monde idéal, ce serait que l'État ait les moyens d'assurer la sécurité de tout le monde. Ce qui n'est pas le cas. Donc par contre, on a un discours politique qui essaye de culpabiliser les gens qui veulent se protéger eux-mêmes. Monsieur Darmanin qui a dit attention, oui, bon, on essaye de faire des trucs. Donc une fois de plus, un numéro vert. Donc complètement à côté de la plaque, suicide des policiers, un numéro vert, agression de rue, un numéro vert, mutilation des chevaux, un numéro vert, gestion du Covid, un numéro vert. Ils doivent avoir un abonnement sur les centres d'appel. Mais au final, donc c'est sur ça les causes analysées. On a une piste qui a été, je pense, assez folklorique parce que dans le même terme, il y a marqué, on a trouvé une poupée vaudou, donc c'est du satanisme. Donc bon, ça déjà les deux, c'est des choses complètement différentes. Par contre, il y a un phénomène qu'on a vu qui est un peu similaire avec les voitures brûlées dans les cités. C'est un phénomène qui vient déjà de l'étranger, ça a déjà été aux États-Unis, ça s'est un peu développé en Allemagne, en Belgique et en Angleterre. Et en fait, il y a ce concours médiatique de gens qui sont complètement désœuvrés et qui se sont dit on va parler de nous. Donc du coup, on va faire ça. Deuxièmement, dans ça, il y a aussi des pistes criminelles qui sont faites comme pour les voitures brûlées, des gens qui en profitent pour faire des fraudes à l'assurance. Parce qu'on ne tue pas que des petits poneys à 300 €, il y a des chevaux de course qui valent plusieurs dizaines de milliers d'euros qui se sont tués. Donc il y a aussi des enquêtes judiciaires pour savoir s'il y en a qui n'en profitent pas. Et au final, ceux qui se frottent les mains, c'est ceux qui vendent, du coup, il y a une recrudescence des permis de chasse pour tous les centres équestres, qui ont acheté des armes pour s'équiper, des caméras, les caméras de chasseurs qui ont été développées. Donc en fait, on est sur quelque chose, on ne gère pas la cause du problème. Et également aussi... Et si je peux me permettre, là on se concentre sur l'affaire des mutilations de chevaux, mais c'est quelque chose qu'on peut étendre mais surtout, partout. Le bijoutier qui a attaqué, qui va en prison, celui qui avait tiré, un monsieur qui avait tiré dans le sud de la France sur des gens qui venaient de le cambrioler, et c'est lui qui s'est retrouvé embêté par la justice. 45 cambriolages, la 46e fois il tire et puis il blesse un nomade, hop, le lendemain il était en prison, enfin quelle honte. Donc en fait il y a tout ce côté et donc au final sur les mutilations, les gens essayent de faire comme ils peuvent avec les moyens du bord, les policiers et les gendarmes essayent de faire comme ils peuvent, mais il faudrait des décisions politiques derrière pour arranger les choses. Il y a eu des choses aussi sur le tracé, il y a dernière chose, il y a eu des fléchettes anesthésiantes qui ont été tirés sur les équidés, c'est facile, c'est soit du niveau médical, c'est sur ordonnance. Il y a quelque chose par contre qui est passé à la trappe, c'est tous les cirques. Les cirques, en fait, ils ont eu plus des animaux, donc ils ont eu plus besoin de leur stock de fléchettes anesthésiantes, parce qu'ils n'avaient plus le droit d'avoir des gros animaux. Donc ça a été, pour une partie, revendu. Il n'y a pas de contrôle de l'État sur ça. Donc ce sera intéressant de remontrer les pistes, à savoir à qui ça a été vendu. Parce qu'en fait, il y a plein de pistes.
Mais maintenant, il faudrait qu'il y ait une volonté politique d'aller aboutir plutôt que de nous pondre un numéro vert, quoi. Eh ben, on terminera sur cette affaire et sur ces conclusions. Je vous remercie beaucoup, messieurs. Merci Xavier Hofer, merci Alexandre Langlois. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de commenter, de partager et évidemment de mettre ce fameux pouce en l'air en bas de la vidéo. En attendant, je vous retrouverai la semaine prochaine avec un invité qui devrait vous plaire.